Comme chaque année, le redoutable hiver impose son règne implacable pour de longs mois. La neige, précoce cette année, a recouvert la région d'au moins 1 mètre. Paradoxalement, le spectacle de la neige étincelante adoucit quelque peu le sentiment de l'éprouvante désolation de la campagne. Mais nos habitants sont loin de se livrer à des considérations poétiques. Le froid sec et glacial établit un siège permanent et sans partage. Il devient l'ennemi principal à combattre. Au Douar, nous ne connaissons pas de méthode efficace pour se soustraire aux griffes de cet ennemi invisible. Le recours à tous les moyens disponibles s'avère indispensable pour en atténuer les effets. Ainsi, chaque famille maintient en permanence des animaux dans les maisons afin d'élever de quelques degrés la température des habitations. Et le soir venu, peu avant de se coucher, on augmente encore le nombre de moutons dans la pièce et on les met près des portes et des fenêtres afin qu'ils constituent un paravent contre le froid qui se glisse insidieusement par ces ouvertures. Les maisons trop exposées se vident de leurs occupants qui se réfugient chez les proches voisins. En cette éprouvante saison, la rudesse de la nature paralyse la plupart des activités. L'hiver plonge inexorablement le Douar dans une profonde léthargie. La vie tourne au ralenti. Selon les jours, les habitants veillent à ne pas sortir. Et si les hommes et les enfants passent davantage de temps dans les maisons, les femmes dépossédées de leur territoire doivent faire face à un surcroît de travail passablement accablant. En effet, aux travaux domestiques traditionnels s'ajoute la prise en charge totale de ces résidents forcés et encombrants. Chaque jour, tout de même, les hommes tentent de se rendre utiles. Nous nous concertons quelques heures dans l'écurie afin de régler les problèmes cruciaux du ravitaillement. L'approvisionnement en nourriture se surmonte assez facilement. Les réserves de blé sont abondantes et il est possible de se procurer des produits complémentaires. Malgré la neige, le chemin menant à la ville est praticable avec les ânes ou les mulets. La durée du trajet est bien entendu largement supérieure à la normale, mais personne ne s'en formalise. Il est rassurant de savoir que le Douar n'est pas isolé du monde. En revanche, nous commençons à manquer cruellement de combustible. L'offensive prématurée de l'hiver a surpris plus d'une famille, si bien que la consommation de bois était nettement plus importante que la normale. Les réserves ont été entamées au-delà de toute prévision. Il est donc devenu impératif de trouver une solution rapide à ce problème. À tour de rôle, et par groupe de 3, accompagnés par quelques mulets, nous organisons régulièrement des expéditions en quête de précieux combustibles. Les hommes valides ratissent les collines environnantes et cherchent inlassablement les zones forestières. Les expéditions sont de plus en plus longues. La région est pauvre en forêt, et chaque douar met aussi sur pied des expéditions similaires. Parfois, nos groupes partent au hasard d'une intuition. Le succès de ces sorties est de moins en moins au rendez-vous. La plupart du temps, les groupes rentrent bredouilles. Au douar des Ouled Mansour, l'idée d'organiser une expédition de grande envergure en direction des montagnes kabyles s'est imposée peu à peu. Les fréquentes sorties dans les secteurs proches ont donné trop peu de résultats et ne méritent surtout plus un tel déploiement de force. Il faut maintenant être certain de son coût et pour cela, nous ne connaissons qu'une région riche en forêts, la Kabylie. Mais le pays kabyle se trouve à plusieurs jours de marche. Mettre sur pied une expédition de cette envergure suppose une sérieuse préparation et la mobilisation d'importants moyens. À l'exception de Rabat absent du Douar, tous les hommes sont présents dans la grande salle de la maison des invités lors de la discussion préparatoire. Il ne faut rien laisser au hasard. Chaque détail doit être passé au peigne fin. Un oubli peut causer à l'expédition des torts aux conséquences désastreuses. En 20 ans, le Douar a envoyé 2 expéditions dans les montagnes kabyles. L'expérience n'est pas suffisante pour prendre à la légère
la phase des préparatifs. Et puis chacun a en mémoire le sort tragique d'une expédition organisée par un douar voisin. Sur 8 personnes que comptait le groupe, aucun n'est revenu. On prétendit qu'une avalanche de neige les avait toutes emportées. La première partie des débats de l'Assemblée porte sur le règlement des questions matérielles. La ligne de conduite est de trouver un équilibre soigneusement dosé entre les besoins indispensables et les besoins de confort des membres de l'expédition. Inutile d'encombrer les hommes, mais la sécurité doit primer avant tout. Un compromis est rapidement dégagé et toutes les décisions reçoivent une large approbation. Plus difficile se présente la désignation des membres de l'expédition. Sur les 18 personnes susceptibles d'en faire partie, l'Assemblée n'a que l'embarras du choix. Chacun des candidats manifeste sans réserve le souhait d'être du voyage. La sélection s'annonce délicate. Les candidats exclus ne devront pas se sentir lésés par un choix laissant supposer un préjugé quelconque à leur endroit. Les animateurs de la réunion parviennent finalement à déjouer tous les pièges en déterminant à l'avance le profil exact de chacun des membres de l'expédition. Le vieil homard est désigné en premier. Son âge avancé ne le prédisposait pas à faire partie du groupe. D'autre part, il n'avait pas fait acte de candidature. Mais l'expédition ne peut se dispenser de lui. Aucun autre ne connaît les chemins qui mènent aux forêts kabyles. Par le passé, il a participé à 2 autres expéditions. L'expérience parle pour lui, il sera le guide du groupe. Quant à moi, assis sur un sac de blé au fond de la salle, je ne me fais aucun souci. Je suis à peu près certain de compter parmi les sélectionnés. Depuis ma réintégration au douar, j'ai fait la preuve de mon dévouement. Sans la moindre réticence, j'ai été de toutes les corvées. Je n'ai pas un penchant particulièrement prononcé pour ce genre d'occupation, mais je n'avais rien d'autre à faire. Lorsqu'un ancien prononce mon nom, je suis à peine surpris de me voir sur la liste. Je le suis davantage lorsqu'il énumère mes qualités en affirmant que j'ai de l'endurance, la tête sur les épaules et des talents incontestés d'organisateur. J'apprends aussi que je sais être rigoureux tout en ayant l'esprit de groupe. Ma désignation ne soulève aucune objection et j'en suis très touché. Pour sa part, le rouquin doit sa sélection à sa force physique et à la grande stabilité dont il fait preuve en toutes circonstances. Samir, enfin, le dernier de la liste, est désigné surtout parce qu'il représente un clan encore absent du groupe. S'il n'avait pas été désigné, la réunion aurait pu se terminer tragiquement. C'est tout à l'honneur des animateurs d'avoir su éviter ce conflit en réussissant ce savant dosage. Le matin du départ, soit 2 jours exactement après l'assemblée, le douar tout entier est en ébullition. La grande cour ressemble à une foire indescriptible. L'agitation est incroyable. Les habitants sont là au grand complet. Les enfants courent dans tous les sens, après je ne sais quoi. Les gens crient, hurlent, désordre à je ne sais qui. On ne peut faire 2 pas sans se faire bousculer ou sans se faire interpeller. Nous amenons 12 mulets avec nous, dont 3 transportent les affaires et les provisions. Les mulets doivent certainement se demander ce qui leur arrive. Il se trouve toujours quelqu'un pour les inspecter, les compter, vérifier la solidité des cordes et des nœuds. Il ne se passe pas une minute sans qu'on vienne s'assurer que nous n'avons rien oublié. On vient nous voir, un à un, en exigeant de nous la plus extrême prudence. L'ordre est de faire preuve de la solidarité des grands jours. On nous prodigue des conseils, dont certains sont fantaisistes pour ne pas dire farfelus. Il nous est demandé de nous éloigner des voleurs et des avalanches, et de ne pas dormir dans les lieux fréquentés par des monstres et les fantômes. Un ancien me fait jurer de me tenir à distance des villages kabyles. Selon lui, les Kabyles ont une si grande haine des Arabes qu'ils les égorgent avant de livrer leurs cadavres au diable en personne. Un autre me fait promettre de ne jamais regarder une femme kabyle dans les yeux lors d'un repas au risque d'y perdre ma virilité.
Nous perdons un temps précieux. Je prends donc sur moi la responsabilité de faire partir notre petite caravane. Je fais avancer le mulet de tête et annonce le départ. Mais je dois m'y prendre à plusieurs reprises pour libérer la voie. Dans la mêlée qui s'ensuit, la petite fille de Rabat vient m'offrir des figues sèches. Un court instant, je regarde intriguée cette petite fille, qui ne doit pas avoir plus de 14 ans. En sortant du douar, nous nous dirigeons tranquillement vers le nord. Le temps nous est favorable, il fait beau, la neige a disparu en partie. Nous sommes tous très heureux de participer à ce qui est pour nous une merveilleuse excursion. L'habitant moyen du douar est un casanier invétéré. Il quitte exceptionnellement les sites et les siens, sinon par obligation. Néanmoins, il apprécie les rares voyages qu'il effectue hors du douar. Nous évoquons longuement l'agitation de notre départ et nous mettons beaucoup de temps à oublier notre tumultueux départ. Le rouquin chante à longueur de temps. Il faut préciser que c'est le chanteur attitré du douar et qu'il est doté d'une voix fabuleuse et qu'il anime de ses chants toutes les cérémonies. Il ne se lasse pas de fredonner des airs connus. Parfois, il essaie quelques improvisations qui méritent de figurer dans le répertoire officiel des fêtes. L'entrain et la gaieté des paroles nous emportent si bien que par moments, nous l'accompagnons. Omar est moins volubile. Il se plaît volontiers à nous entretenir des lieux que nous traversons. Je me demande parfois si sa mémoire ne joue pas des vilains tours, surtout lorsqu'il s'agit de définir le parcours à venir. Il se trompe systématiquement. Quoi qu'il en soit, sa compagnie s'avère fort agréable et ses commentaires ne manquent pas d'humour et d'imagination. Samir est le plus jeune du groupe. Il est dans sa 19e année. Peut-être pour cela, nous le sentons un peu réservé et éloigné de nos préoccupations. De nous quatre, il doit probablement être le plus enchanté de participer à cette expédition. Sa curiosité sans limite laisse découvrir un garçon naïf et plein de respect pour ses aînés. Il est en admiration devant le vieil Omar quand celui-ci s'exprime. Samir vient d'avoir un garçon et il se promet, à tout propos, de lui faire découvrir la Kabylie. Son enthousiasme nous aurait manqué si nous étions partis sans lui. La suite demain, vous pouvez, à la même heure, et vous pouvez vous abonner.